Je suis en compagnie de Mehdi Saidi. Mehdi, vous représentez la société Konica Minolta. Vous êtes bonjour, vous êtes par ailleurs partenaire de ce salon Business Expo. Et vous allez nous parler aujourd'hui de digitalisation de son entreprise pour répondre notamment aux obligations de facture électronique en 2024. Alors, vous êtes business consultant chez Konica Minolta. Ça, c'est pour la présentation individuelle. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Konica Minolta, le positionnement de l'entreprise? Vous êtes partenaire de l'opération aujourd'hui du salon. Qu'est-ce que Konica Minolta? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Faire une présentation globale de l'entreprise. Bien sûr, écoutez, Konica Minolta, on est une entreprise historique japonaise, très ancienne, puisqu'on a maintenant 150 ans d'histoire quasiment. Alors on est connu à la base sur le marché pour avoir fait des appareils photo. D'ailleurs, le photographe qui était là m'en parlait il y a une minute. Activité qu'on ne fait plus actuellement. On est depuis identifié sur le marché comme un des acteurs majeurs du multifonction, donc constructeur de multifonction, photocopie, imprimante, scanner. Et on est donc un des leaders de ce marché, ce qui d'ailleurs justifie en fait notre assise dans l'environnement documentaire des clients, puisque finalement, qui de mieux que nous sait que le document, c'est le cœur de l'information chez nos clients. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de dématérialisation, en y pensant bien, vous utilisez un scanner, vous scannez une facture, vous en récupérez un PDF, on est déjà dans les bases de la dématérialisation. Oui. Donc ça, on avait déjà les prémices de ce métier-là, on était déjà en amont, parce que derrière, ça c'est de la numérisation et la transformation digitale. Si vous posez la question de, une fois que j'ai ce fichier-là entre les mains, PDF, Word, ce que vous voulez, qu'est-ce que j'en fais? À qui je le transmets, dans quel délai, comment je le nomme, comment je le classe, les données qu'il y a sur ce document-là, qu'est-ce que je peux en faire? Typiquement, on est capable aujourd'hui de capturer de la donnée sur une facture et intégrer des écritures comptables en automatique dans un logiciel comptable. La transformation digitale, c'est vraiment tout ça, c'est toute cette réflexion. D'accord, ça va bien au-delà du scan finalement. Bien au-delà, bien sûr, c'est tout ce qui déroule du scan, tout ce qu'on va en fait changer dans nos processus internes à partir du moment où on travaille en numérique. D'accord. Et donc l'idée de Konica Minolta, c'était de se dire, d'évoluer bien sûr avec son temps, et on a bien compris après les années 2000 que la tendance chez nos clients était plus du tout toute impression, mais plutôt une tendance à aller vers le zéro papier, ce qui est tout à fait normal, parce que bon, il y a déjà une dimension écologique, hein, bien sûr, ouais, mais aussi et surtout de rationalisation des coûts, puisque imprimer des documents, forcément, ça vous coûte de l'argent, mais aussi le stockage de ce document-là, c'est de l'espace que vous allouez dans vos locaux. Un document en plus, ça se périme, ça se perd, ça se détruit. Donc voilà, il a fallu repenser tout ça. Et donc Konica a évolué donc avec son marché, avec les besoins de ses clients. Et c'est pour ça aussi que moi j'apprécie beaucoup ma structure. C'est qu'elle a eu l'intelligence de se repenser et donc de devenir aujourd'hui un des acteurs majeurs de l'informatique en France. À savoir qu'on ne s'est pas improvisé sur ce marché-là, hein. Konica Minolta a intégré des sociétés d'informatique en son sein, a racheté des sociétés d'informatique, en l'occurrence une société qui s'appelle Serience. Alors bon, effectivement, on a une présence internationale, j'aurais dû commencer par là, mais aussi on est très présent localement, puisqu'on a des divisions dédiées aux PME chez nous. On a d'ailleurs une agence à Amiens. Et donc je disais, Konica Minolta a racheté donc des sociétés d'informatique, en l'occurrence une société qui s'appelle Serience, qui est basée à Glizy. Tout à fait. Un grand acteur informatique du marché, pour acquérir donc l'expertise métier de l'informatique. Et donc au travers le rachat de Serience, on est devenu un acteur présent sur le métier de la cybersécurité, de l'infogérance, des serveurs et de l'intégration de logiciels comptables et logiciels de paie. Donc c'est dire si en plus le sujet nous concerne directement, oui, puisque aujourd'hui on installe tous les jours des logiciels de gestion de paie et gestion de comptabilité chez nos clients. On est devenu un expert Sage et Cegid en intégrant les équipes Serience chez nous. Et puis un peu plus récemment, on a intégré une société qui s'appelle Numérial, qui était un acteur majeur lui aussi de l'archivage numérique et des intégrations de solutions digitales. D'accord. Ce qui fait qu'en fait Konica finalement a pu en fait intégrer en son sein toute une équipe d'experts métiers et a décidé de verticaliser en fait ses compétences sur ce métier-là, parce que vraiment la transformation digitale, c'est un métier. Donc aujourd'hui au catalogue, on est intégrateur de différents logiciels, on est certifié sur tous les logiciels évidemment qu'on intègre et on est partenaire de tous ces éditeurs-là. En l'occurrence, moi je travaille énormément auprès des PME avec un outil qui s'appelle OpenBee et notamment sur le sujet de la démat facture qui est un énorme sujet chez nos clients depuis des années.
parce qu'on n'a pas attendu la loi 2024 pour digitaliser le process de démat facture fournisseur. Moi, 80%, 90% de mes sujets chez les clients depuis 5-6 ans, c'est la démat facture fournisseur. Donc le gain de temps et le gain de charge en fait, qu'on obtient en passant à la démat est important. Et c'était un sujet très important pour nos clients de pouvoir en fait, accélérer leur process d'achat, de pouvoir arrêter les saisies, les doubles saisies, les doublons. Donc tout ça, c'est des logiciels qui peuvent vous aider à faire ça. Et en fait, améliorer la valeur en fait, du travail de vos collaborateurs et couper toutes ces tâches administratives, et en particulier dans les PME, quand par exemple le comptable, c'est aussi souvent la personne qui fait le RH ou la gestion des incidents de clients. Enfin voilà, on est toujours un petit peu multicasquette et donc on est toujours un petit peu sous l'eau. Et donc voilà, il faut tout de suite penser à optimiser en fait le fonctionnement de sa société et passer au digital pour améliorer en fait son quotidien et optimiser toutes ses tâches. Donc on a énormément de logiciels au catalogue, et le message que je dois passer, c'est que quand vous faites appel à Konica, vous faites appel à une équipe d'experts certifiés qui est capable de vous accompagner de la genèse de votre projet, à tout le monde en tant que conseiller, et tout au long de votre projet. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on va vous aider à mettre en œuvre votre projet digital, parce qu'on a les solutions pour ça, quel que soit le besoin. En fonction des entreprises qu'on va aborder, sur des PME, des entreprises de taille moyenne, et sur des sujets précis, on va plutôt travailler avec OpenBee. Sur des grandes entreprises, on va travailler qui ont des process très lourds avec Island on Base, dont on est aussi le premier intégrateur. Et si je fais face par exemple à un sujet qui porte sur la qualité, je vais travailler avec un outil qui s'appelle M-File, qui est vraiment très pensé pour ça, digitaliser les process qualité, obtenir des normes ISO, voilà ce genre de choses-là. C'est intéressant que vous le formuliez ici juste avant en préambule de la présentation de la thématique, parce que finalement, je pense que encore pour un grand nombre de personnes, Konica Minolta, on pense au copieur, on pense au scanner, mais on ne pense pas à tout l'accompagnement et le conseil qu'il peut y avoir derrière sur des logiciels vraiment métiers. On n'est pas que sur le matériel, on est aussi sur le conseil logiciel. Bien sûr, alors c'est extrêmement important de l'avoir en tête, effectivement, parce que non seulement, comme je vous le dis, on est un acteur majeur, mais on est aussi un pôle d'experts. Et moi, c'est pour ça que j'ai rejoint la société. C'est parce que j'ai rejoint une société qui a vraiment pensé ce sujet-là très sérieusement, en voulant verticaliser ses équipes. Et moi, je suis un expert de la dématérialisation, et je ne veux vraiment aborder que ce sujet-là qui est déjà très vaste. On ne peut pas confier ce sujet-là à des personnes qui font un multimétier. C'est vraiment quelque chose où vous devez être vraiment très pointilleux sur les outils à apporter à votre client en face de bons besoins. Vous devez être en amont aussi pour pouvoir être vocation de conseil sur les normes et comment vous mettre en conformité avec les lois qui portent sur ce sujet-là. Donc j'insiste sur le fait qu'on est une entreprise informatique. Tout notre pôle informatique, tout notre pôle d'experts est basé d'ailleurs ici dans la région. C'est quand même rassurant pour la population amiénoise. Et on est bien sûr certifié sur toutes les solutions qu'on aborde. On est vraiment très performant sur ces sujets-là. Donc juste un petit rappel. Alors j'aimerais pas passer les slides. Voilà. Donc ça c'est la petite photo du pôle digital, qui a doublé. Depuis qu'on a pris cette photo-là, on a encore doublé d'effectifs. Ah oui. On a une vraie équipe qui vous accompagne tout au long de votre projet. C'est vraiment mon message. Du départ de votre projet, l'accompagnement de vos équipes, ce qu'on appelle l'accompagnement au changement. On a vraiment des consultants experts sur ces sujets-là qui vous font de l'accompagnement au changement, qui font des ateliers en interne. Moi, je suis là en amont. Le travail d'un business consultant, c'est d'aller voir les clients, de discuter de ces sujets-là aux prémices, oui, de les conseiller. Quand il y a un sujet précis, je viens débattre de ces sujets-là. Je vais cartographier un petit peu le fonctionnement de l'entreprise actuelle. Je vais revenir avec une maquette logicielle pour leur montrer comment ça peut fonctionner demain. Okay. Et puis derrière, je monte l'offre avec le commercial. Et puis parfois, je vais jusque la négo. Et bien sûr, je fais tout le suivi du projet avec les équipes digitales qui sont chargées de mettre en place, de faire de la gestion de projet, de vous former sur ces outils-là et d'accompagner vos équipes. Donc vous êtes un peu la personne qu'il faut aller voir aujourd'hui si on a besoin justement de se renseigner sur la dématérialisation notamment, quoi. Alors on a notre stand qui est juste à l'entrée du salon à gauche, et je vous encourage vraiment à venir nous voir si vous avez ne serait-ce que des questions sur la transformation digitale, et surtout si vous avez un projet en cours ou si vous avez envie de mettre en place un projet, qu'il soit sur la facture ou d'autres, mais je vais y revenir un peu plus loin sur la présentation. Donc la facture électronique, c'est une réforme qui est en marche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le calendrier de l'administration et les grandes étapes de cette transformation? Alors tout à fait. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'obligation 2024 de passer à la dématérialisation des factures donc en digital. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi finance, qu'on appelle la loi 2024, mais qui est en fait issue de la loi finance 2020, n'est que l'extension, c'est que le prolongement en fait d'une loi qui existe déjà,
qui s'appelle l'ordonnance 2014 pour la démat des marchés publics et qui a permis en fait la création d'un portail qui s'appelle Chorus Pro. Toutes les sociétés qui travaillent avec le gouvernement connaissent très bien cet outil-là parce qu'en fait, en réalité, depuis le 1er janvier 2017, si vous êtes une grande entreprise, et après, 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille moyenne et jusqu'en 2020 pour les très petites entreprises, en réalité, depuis le 1er janvier 2020, officiellement pour toutes les entreprises qui travaillent avec le gouvernement, vous êtes déjà dans l'obligation de transmettre vos factures en électronique. Et vous devez passer par un portail qui a été mis en place par l'État pour le faire. Donc ce qu'on appelle du business to government, vous travaillez avec une mairie par exemple, vous êtes fournisseur d'une mairie, vous devez obligatoirement transmettre vos factures en électronique déjà dès aujourd'hui. Et ça implique que vous vous connectiez en fait à un portail Chorus et que vous déposiez vos factures, alors facture par facture, et puis il faut les classer vous-même, etc. Donc ça c'est déjà un travail qu'on fait avec nos clients qui travaillent avec les institutions. Toujours avec des outils comme OpenBee par exemple, on a des connecteurs Chorus qui vous permettent en fait d'automatiser ces flux pour que d'une part, on fasse le tri des factures qui doivent aller à vos clients dans le privé en automatique en leur envoyant des liens et toutes les factures qui doivent aller à l'État, on les dépose en automatique vers Chorus. Donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire que moi, si je suis client entrepreneur et que j'ai des contrats réguliers avec des organismes, des collectivités locales, etc., que je passe par Chorus, via votre solution logicielle OpenBee, je peux juste travailler sur OpenBee et le logiciel fera l'automatisation derrière sur Chorus. Tout à fait. Et vous pouvez même, depuis l'interface OpenBee, par exemple, voir où en est votre facture, dans quel état de consultation elle est dans Chorus. Voilà, le suivi, le vrai suivi, une vraie traçabilité. On peut même organiser des circuits de validation interne sur vos documents, quels qu'ils soient. D'accord. Donc je vous parlais de l'ordonnance 2014 pour la démat des marchés publics. Je vais y ajouter la loi Macron 2016 qui, elle, traitait des factures clients dans le privé. La loi Macron était calée sur le même calendrier que Chorus et stipulait du fait que toute entreprise qui veut dématérialiser ses factures à ses clients, déjà depuis cette époque-là, peut le faire et le client qui est en face a pour obligation d'accepter cette facture électronique comme conforme et originale. Il ne peut pas vous dire bah, « moi je veux conserver les factures en papier ». S'il veut un papier, typiquement, il l'imprime. Et si vous voulez en fait passer à la transformation numérique et automatiser ces flux-là en sortant, en fait, vous pouvez le faire. Et la loi Macron encourageait toutes les entreprises à passer le cap du digital déjà depuis 2017. Ok. Donc tout ça, ça nous amène en fait à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je le disais, la loi 2020, qui passera donc en vigueur au 1er juillet 2024, n'est que l'extension de ce process à la facture tout venant dans le privé. Pourquoi en fait cette réforme? Pourquoi ça a été mis en place? Tout d'abord, la première raison, c'est de lutter contre les fraudes à la TVA. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un visu sur toutes les transactions, c'est aussi avoir un visu sur toutes les déclarations de TVA. Et c'est pour éviter aussi, donc, non seulement soit les fausses déclarations, voire les non-déclarations, parce qu'il faut savoir que la fraude à la TVA en France, ça engendre un manque à gagner pour l'État qui est d'environ 20 milliards par an. Donc c'est quand même un sujet important. C'est un sujet qui est d'actualité. Parce qu'on parle beaucoup de fraude fiscale et de manque à gagner pour l'État. Bon, vous imaginez bien que 20 milliards par an, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Ça aurait pu aider à la réforme des retraites, par exemple, pour pas la nommer. Mais par exemple, tout à fait, ça aurait pu être un sujet. Voilà, typiquement, c'est de l'argent qu'on peut récupérer. C'est plutôt une bonne nouvelle que l'État mette en place ce genre de réforme pour pouvoir en fait récupérer le manque à gagner là-dessus et le réinvestir dans des choses importantes. Parallèlement, bien sûr, cette loi a pour vertu d'améliorer les process internes des entreprises, parce qu'à partir du moment où vous automatisez et vous repensez vos process d'achat et de vente, vous en finissez avec ces tâches de saisie, de doublons, de demande d'avoir. Tout ça, ça va être automatisé. Tout le monde va y gagner. Vous allez améliorer les relations avec vos fournisseurs. Bien sûr, l'idée derrière pour l'État, c'est aussi... à terme, à l'horizon, c'est d'homogénéiser tout ça au sens européen. Parce qu'en fait, actuellement, tous les pays européens voisins de la France ont un petit peu ce même système de digitalisation qui s'impose. Et donc l'idée, c'est d'avoir en fait une réglementation générale au niveau européen pour avoir les mêmes règles. Alors, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais même si ici on est plus sur un niveau local, voire national, est-ce que c'est la même réglementation et les mêmes échéances au niveau européen selon les pays, ou il y a des petites différences annuelles? Il y a des petites différences de calendrier. Il y a des pays qui sont déjà passés, il y a des pays qui sont un petit peu derrière nous, mais globalement, on est sur le même calendrier global, on va dire. D'accord. La dernière idée pour l'État, c'est bien sûr d'avoir une vision claire et dynamique en temps réel de l'activité du pays. Parce que finalement, du coup,
On a des informations directes de toutes les transactions qui se font entre les entreprises, et donc on a une vraie activité, on a une vraie notion en temps réel de l'activité économique du pays. Qui est concerné par cette réforme? Finalement, toutes les sociétés qui sont assujetties à la TVA. Okay. Et tous les organismes, parce que vous avez des associations aussi qui peuvent être assujetties à la TVA. Donc ça représente 4 millions d'organismes en France, ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'en fait c'est un sujet qui est d'actualité. Donc maintenant sur le calendrier de cette réforme elle-même, encore une fois ça va se mettre en œuvre de manière dégressive en fonction de la taille de votre entreprise. Donc la première échéance c'est le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les tailles moyennes et 1er janvier 2026 pour les petites entreprises. Alors ce qu'il faut retenir ici avec ce calendrier, j'ai la musique qui m'accompagne dans le suspense. Ce qu'il faut retenir en fait dans ce calendrier, c'est que même si ce sont les grandes entreprises qui sont concernées par l'émission des factures en électronique, ça ne veut pas dire que les petites ne sont pas concernées et qu'elles ont le temps jusqu'à 2026 pour se préparer. Oui. Ce serait une erreur de se dire ça, parce que je pourrais tout à fait être une petite entreprise et avoir des factures d'une grande demain. Donc, l'idée c'est de se mettre le plus vite possible à la page et de ne pas attendre l'échéance 2026 lorsqu'on est une TPE, quoi. L'idée c'est qu'en tant qu'émetteur on est concerné à date, comme affiché sur le graphique ici. Mais en tant que récepteur, on est concerné dès le 1er juillet 2024 parce que je peux être une PME et avoir des factures totales ou des factures Orange. Donc le grand groupe, lui, sera dans l'obligation de me transmettre sa facture et donc moi, je serai dans l'obligation de la recevoir. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est de ne pas perdre de temps et de mettre en œuvre en fait toutes les démarches pour pouvoir être prêt à recevoir ces nouveaux formats. Il faut savoir aussi que toutes les entreprises qui travaillent dans ce qu'on appelle le B2C, avec des particuliers, devront par contre déclarer ce qu'on appelle des e-tickets et envoyer des fichiers qui relatent de toutes vos transactions avec les particuliers vers l'État et vers ces plateformes. Comment ça va fonctionner? Donc la ligne du bas, c'était aussi pour vous expliquer que dans le prolongement de la loi Macron, toute entreprise demain qui reçoit ses factures électroniques a pour obligation de l'accepter comme conforme et original. C'est ce que tu disais préalablement. C'est ce que je disais à l'instant. C'est le prolongement de la loi Macron également. Ok. Et donc, ce que je conseille à toutes les entreprises, c'est mon premier message pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et notamment pour les PME, c'est dans l'année, là, et avant le 1er juillet 2024, d'aller vous inscrire sur le portail de l'État, dans l'annuaire général de l'État, donc dans l'annuaire de Chorus, pour pouvoir être déclaré en tant qu'entreprise réceptionnaire de vos factures, pour pouvoir justement aller vous y connecter demain, quand vos factures vont arriver, celles qui proviennent des grandes entreprises, et pouvoir les récupérer. Donc, si j'ai bien compris... Moi, je suis une TPE. Demain, j'ai tout intérêt à aller m'enregistrer sur l'annuaire. C'est sur Chorus qu'on s'enregistre directement? Sur Chorus ou sur ce qu'on appelle une plateforme PDP. Je vais expliquer après en quoi ça consiste. Ça marche. Pour justement pouvoir recevoir les factures des groupes qui sont dans l'obligation d'y passer en juillet 2024. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment imminent. Et j'encourage vraiment toute entreprise qui nous écoute actuellement à se rapprocher à la fois de son intégrateur de logiciels comptables pour s'assurer qu'il puisse recevoir le nouveau format de facture électronique et le traiter, typiquement pour intégrer des écritures comptables en automatique, mais à tout le moins de consulter des experts pour les accompagner dans les démarches et pour pouvoir en fait s'assurer de pouvoir traiter demain les factures provenant des grands groupes. Ouais, et l'information importante que tu signifiais préalablement, c'est qu'ici on a beaucoup de TPE, de PME. L'idée c'est de ne pas attendre 2016 qui est une fausse information, finalement une fausse échéance. 2026. Autant se mettre tout de suite 2026, à la page, notamment comme tu l'expliquais au travers des annuaires. Est-ce qu'il existe plusieurs formats de factures électroniques notamment, et comment s'y retrouver là-dedans? Alors, effectivement, il existe plusieurs formats. La facture électronique, elle a été arrêtée sous 3 formats possibles. Donc l'État a dit, alors déjà, avant de passer au format, je vais vous expliquer qui va traiter ces formats. Comme ça, il y aura une logique derrière pour vous expliquer. Si je peux récupérer le slide précédent. La slide. Voilà. Comment ça va se passer demain? Qui va traiter vos factures? En réalité, vos factures, elles vont transiter sur des portails. Donc le premier portail, c'est ce qu'on appelle le portail public de facturation. Donc c'est finalement l'extension de Chorus. Chorus va s'améliorer pour pouvoir justement traiter les déclarations de TVA et traiter toutes les factures, quel que soit leur flux, que ce soit du privé ou du public, et transmettre en fait ces données au MINEFI, au ministère des Finances. Et donc être à même de traiter ces formats informatiques, ces nouveaux formats de fichiers informatiques qui sont les factures électroniques. Le deuxième type de plateforme, c'est ce qu'on appelle les plateformes de dématérialisation partenaires. Et ça, en réalité, ce sont des acteurs privés
des éditeurs de logiciels Ok. comme OpenBee. C'est pour ça que je mets beaucoup en avant OpenBee aujourd'hui, parce que OpenBee est parmi les acteurs qui se positionnent pour devenir des plateformes de dématérialisation partenaires et donc se faire certifier, immatriculer par l'État pour pouvoir en fait traiter vos factures et attester de la conformité de cette facture et avoir la possibilité de la responsabilité de la collecte, du traitement et bien sûr de l'envoi C'est-à-dire à qu'aujourd'hui, vos clients. OpenBee permet de faciliter un peu cette dématérialisation de facturation au travers de Chorus. Demain, qu'OpenBee soit certifié pour pouvoir éditer les factures dématérialisées. Tout à fait. D'accord. Pour pouvoir en fait être identifié par l'État et être entre guillemets l'équivalent de Chorus, Ouais. parce que ce sera en fait finalement un intermédiaire à Chorus qui vous proposera un peu plus de services que Chorus, un peu D'accord. plus d'options. Typiquement, Chorus sera le portail sur lequel transiteront vos factures entre vous et votre client. Vous les y déposez, le client vient les récupérer, mais un PDP vous proposera bien plus de services, typiquement l'extraction depuis votre ERP comptable, les circuits de validation en interne, aller jusqu'au déclenchement du paiement à votre fournisseur, avoir une vraie traçabilité sur vos échéances et pourquoi pas la facturage, donc la récupération des impayés, enfin voilà, parce qu'on aura des connexions bancaires avec tout ça. Donc OpenBee fait partie de ces acteurs qui se positionnent pour être immatriculés PDP, mais tous les acteurs PDP vous proposeront donc ce type de service additionnel que vous ne proposera pas Chorus. D'accord. C'est pour ça que ce seront des services supplémentaires et payants dont on aura le détail d'ici la fin de l'année sur entre guillemets le business model proposé. Ok. Et puis vous avez un dernier acteur qui est l'opérateur de dématérialisation, qui sont tous les acteurs actuels de la dématérialisation, tous les éditeurs de GED, qui dès aujourd'hui vous proposent de faire la transformation numérique sur la démat facture fournisseur, par exemple. Eux, demain, se positionneront en tant qu'intermédiaires. Typiquement, imaginons que moi j'ai un logiciel comptable qui ne soit pas dans la capacité d'émettre le format de fichier attendu par les plateformes, on peut passer par un opérateur de dématérialisation qui récupère ces fichiers, qui les convertit et qui les dépose sur les plateformes. D'accord. Mais ça s'arrêtera là. Ok. D'accord ? Donc la base, le truc le plus simple, quoi, La finalement. base. Sans accompagnement, comme peut le faire OpenBee, comme vous signifiez préalablement. Tout à fait, comme Ok. peut le faire une plateforme PDP comme demain OpenBee. Et donc l'idée de ces formats de fichiers, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, parce que c'est ni l'endroit ni le moment de parler technique informatique, mais l'idée c'est que il y a 3 formats de fichiers informatiques qui seront demain acceptés par ces plateformes. On a le format UBL, C2I et la facture X. La facture X étant la plus connue, puisque cette loi-là était avant appelée la loi sur la facture X. Pour vous donner vraiment à la use très simple, la facture X ou un de ces formats de fichiers-là, c'est un fichier informatique qui sort de votre logiciel comptable. Et la particularité de la facture X, c'est que c'est un double fichier, un PDF plus un fichier informatique qu'on appelle un XML. Et c'est un fichier en fait qui contient toutes les données de cette facture pour pouvoir être intégré dans une base de données tierce. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, c'est tout ce qui se passe dans la facture va être généré sous forme d'écriture comptable pour pouvoir être intégré dans un logiciel en face. Encore une fois, je ne vais pas détailler les techniques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vous assurer absolument que votre logiciel comptable soit capable d'émettre ce format de fichier-là et surtout de le recevoir aussi. D'accord ? Pour automatiser l'intégration automatique. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et là, sous vos yeux, vous avez un schéma de fonctionnement de demain. Comment va se passer les différents scénarios possibles de la démat de la facture électronique demain. Donc typiquement, ici, vous voyez, j'ai le fournisseur A qui fonctionne avec une plateforme PDP. Elle va extraire ses factures de son ERP comptable. Là, le PDP le réceptionne. Il l'envoie à la plateforme qui est en face pour lequel le client B a un contrat. Donc le client B travaille aussi avec un PDP. Donc ces deux acteurs-là n'ont rien à faire. Typiquement, depuis l'émission de la facture jusqu'à l'intégration dans l'outil du client, tout ça c'est automatisé grâce aux plateformes PDP. Mais je pourrais aussi, moi, avoir un contrat avec un PDP, avec une plateforme de dématérialisation partenaire, et mon client n'en a pas. Donc ça veut dire qu'en fait, le fournisseur A envoie sa facture en automatique, et le client D, lui, doit se connecter à Chorus pour aller récupérer sa facture qui aura été transmise par la plateforme. Et puis, dernier schéma possible, je peux n'avoir pas de contrat du tout avec une plateforme PDP, parce que ça a un coût supplémentaire, et je vais moi-même déposer mes factures dans Chorus, et mon client, lui aussi, doit aller récupérer ses factures dans Chorus. Et si je veux automatiser au moins ce process-là, je passe par un opérateur de dématérialisation. Est-ce que c'est clair ? Ouais, c'est clair. Moi, pour moi, c'est compris. Voilà. Bon, typiquement, c'est histoire d'illustrer un peu le fonctionnement. Oui. Voilà. Il y a plusieurs schémas possibles. Vous aurez le choix de travailler soit avec un opérateur de dématérialisation, soit avec une plateforme PDP. Mais dans tous les cas, votre facture passera par une plateforme. Tout à fait. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'entreprise ? Forcément, ça a un vrai impact sur votre réorganisation interne
Il faut repenser le process achat Ouais. et vente chez vous. Mais par contre, c'est la fin des transmissions directes de vos factures, que ce soit en papier ou par email. Tout ça passera forcément par un intermédiaire, une plateforme. Mais ça a un vrai avantage pour vous parce que ça va accélérer votre business et on va vraiment couper dans les tâches qui sont aujourd'hui génératrices de frustration de la part de vos collaborateurs, parce que finalement le rôle d'un comptable aujourd'hui n'est pas de recopier vulgairement une facture dans un logiciel comptable et de le faire vraiment toute la journée, de la simple recopie. On perd du temps sur ce qui a vraiment de la valeur dans notre métier, qui est de l'analytique, la bonne gestion comptable, la bonne gestion des comptes de l'entreprise. Donc toutes les tâches qui sont automatisables, demain seront automatisées et c'est un vrai gain de temps. C'est ce qui fait que déjà depuis des années, aujourd'hui, nous, on travaille avec des entreprises sur ces sujets-là depuis des années. On leur fait gagner énormément d'argent sur ces sujets-là parce que typiquement aujourd'hui, la gestion d'une facture manuelle, ça représente environ 14 € par facture en termes de charges pour une entreprise. Avec un outil de démat, déjà, dès aujourd'hui, vous êtes capable de ramener ce coût-là à 2-3 € parce que vous y gagnez énormément de temps de saisie, de gestion dans les process de validation et de stockage. Un gain de temps, donc un gain de productivité derrière. Colossal. Et du coup, ça me permet de rebondir sur deux conseils que j'ai à donner à ceux qui nous écoutent, aux entrepreneurs. Le premier, j'ai été un peu vite, c'est comment préparer efficacement l'arrivée de cette réforme. La première des choses, c'est le 4e point que vous voyez là sur ma slide, c'est de contacter votre intégrateur comptable, votre intégrateur de logiciel comptable, et s'assurer qu'il soit en capacité de développer un module pour pouvoir envoyer ces factures-là au format attendu par les plateformes et les recevoir. Donc, sinon, se rapprocher d'un opérateur de dématérialisation. Et donc, de nommer quelqu'un en interne, parce que c'est toujours bien d'avoir un pilote en interne sur ces sujets-là, qui soit par exemple notre sponsor, notre contact direct avec lequel on peut travailler, un chef de projet digital. C'est toujours bien de confier ce sujet-là à une personne et pas à une multitude de personnes. Oui. Et donc de préparer vos équipes à des formations, parce que ce sont des métiers qui vont changer demain. C'est la question sur laquelle j'allais arriver. C'est vous proposez aussi, je présume, cet accompagnement. C'est-à-dire que demain, il y a des gens qui sont habitués depuis des années à travailler la facturation d'une certaine manière assez archaïque, entre guillemets. Demain, ça va véritablement changer. Je présume que l'accompagnement, vous le faites aussi sur le terrain. Bien évidemment. C'est ce que tu expliquais là avec les chefs de projet. Oui, je le disais au départ, on se positionne soit à titre de conseil au départ d'un projet, et ensuite c'est le client qui voit s'il fait la panneau pour le reste. Mais si on travaille sur le projet, et c'est souvent ce qui se passe avec nos clients, jusqu'au bout de la chaîne, évidemment, on inclut le plus important qui est l'accompagnement au changement. Ces fameux ateliers avec des consultants professionnels qui viennent en fait expliquer à vos équipes, faire de la pédagogie, parce que c'est toujours plus facile quand ça vient de l'extérieur. Et ça dépend de la taille de l'entreprise. Le temps de formation, c'est combien de temps à peu près? Ça dépend du projet lui-même, de la taille de l'entreprise et de l'agenda de disponibilité des clients. Donc un projet de dématérialisation, il peut prendre entre 3 mois et 1 an selon la taille et les enjeux, la complexité du projet. D'accord. Voilà. Et l'outil aussi qu'on doit déployer. Et donc, du coup, ça me permet de rebondir sur le plus important du message d'aujourd'hui. C'est certes, il faut vous préparer à l'arrivée de la réforme 2024, mais n'attendez pas que les lois s'imposent à vous pour passer à la transformation digitale. Prenez de l'avance pour pouvoir être plus serein pour aborder ces sujets-là. Et les sujets sont multiples. Vous avez bien compris du coup que la dématérialisation, ça concerne le document dans son ensemble et la transmission de l'information dans son ensemble dans l'entreprise. Et il y a des gains à faire sur tous les sujets. Aujourd'hui, nous, on travaille énormément sur la démat facture, client-fournisseur, mais aussi sur les sujets RH. On aide nos clients à passer au bulletin de paie électronique. On peut tout à fait, par exemple, mettre en place du formulaire électronique pour faire ce qu'on appelle du onboarding, entrée, sortie de collaborateurs. De l'entretien d'embauche via des formulaires qui viennent automatiquement se rattacher au CV, se transmettre à votre N+1, aux décideurs, etc. Tous ces sujets-là. Le contrat électronique avec la signature électronique pour pouvoir faire de la gestion commerciale avec des outils qui vous permettent de digitaliser tout ça, de stocker ça dans des armoires certifiées, sécurisées, avec de la gestion du cycle de vie des documents. Je donne un exemple qu'on fait très souvent chez nos clients, la gestion des contrats fournisseurs. Un contrat fournisseur, c'est toujours très compliqué à gérer parce que vous avez des échéances qui sont très distinctes en fonction des fournisseurs. Avec des outils de GED, OpenBee ou d'autres, mais on travaille beaucoup avec OpenBee encore une fois, vous avez des outils qui vous permettent de gérer ça. On stocke le document, on le rattache au contrat, aux factures, à tout ce que vous voulez. Et bien sûr, on vous notifie quand ce contrat arrive à échéance 6 mois avant. Ça vous permet de ne pas repartir en tassis, de pouvoir renégocier. Voilà, tous les outils qui vous aident à travailler au quotidien. Donc n'attendez pas en fait que les lois s'imposent à vous et vous obligent à passer au digital. Repensez votre entreprise et faites confiance en fait à des experts pour vous aider à vous donner les bons outils et aborder ces sujets-là avec la meilleure sérénité. Et le bon expert, c'est toi?
C'est moi et toutes mes équipes, bien sûr. Mehdi Saïdi, on te remercie beaucoup pour la richesse de cette présentation. On rappelle à tout le monde que vous pouvez vous renseigner, aller consulter Mehdi. Il est là toute la journée avec vous sur la digitalisation de votre entreprise, notamment pour les obligations de facture électronique en 2024. On a bien compris que c'était un enjeu. C'était un enjeu actuel et qu'il ne fallait pas attendre pour y passer. Merci beaucoup pour cette intervention. Mehdi.